Bienvenue au Polysécure, épisode grand public PME. Je suis avec Emeline. Allô, allô. Et nous allons aborder cette fois-ci un peu démystifier la notion de vie privée, intimité, tout ça, qui en français sont des traductions un peu poches ou inexactes de l'anglais, de privacy, entre autres. Donc, c'est important de démêler ces concepts-là parce que ça a un effet sur l'énergie et qu'est-ce qu'on va faire avec ces activités-là, justement, pour nous protéger sainement dans l'univers numérique. Je te passe la parole. Oui, exact. Je trouve ça très, très intéressant, effectivement, parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots qu'on peut confondre, qu'on peut penser qu'ils ont la même définition et pas nécessairement. Et effectivement, la vie privée, et je trouve ça intéressant qu'on puisse avoir la discussion aujourd'hui. Selon moi, la vie privée, bon, c'est son espace à soi, c'est les choses qui nous concernent, qu'il vaut mieux protéger, qu'il vaut mieux garder pour soi. Et moi, de la façon dont je vois la vie privée, je la vois comme étant composée de 3 types d'informations: les informations personnelles, l'intimité et les informations confidentielles que on pourra décortiquer. Mais je trouve ça intéressant de voir la vie privée finalement plus dans cette globalité-là, composée de 3 types d'informations qui ont des degrés de confidentialité, des degrés de sensibilité différentes. Oui, effectivement. C'est d'ailleurs d'aborder ça comme ça met peut-être un éclairage différent sur comment justement on va traiter cette information-là, parce que si on a le bon concept en tête, c'est sûr qu'on va faire quelque chose. Pour toi, qu'est-ce que contient information personnelle? Les informations personnelles, ce serait les informations qui permettent de m'identifier. Donc des informations à protéger, oui. Le problème, je pense, les informations qui permettent de m'identifier, c'est qu'on en partage trop. Et je reviens un petit peu, un exemple, mon nom, c'est une information personnelle. Mon nom, mon prénom, des images, des photos de moi, mon âge, ma date de naissance, mon adresse, mon numéro de téléphone. Et on l'a déjà abordé lors d'un autre épisode, mais je parlais d'Internet comme un puzzle. Donc, je disais que chaque information personnelle, c'est une pièce du puzzle. Quand quelqu'un arrive à rassembler trop de pièces de mon propre puzzle, c'est là que c'est problématique. Qu'une personne connaisse mon nom, prénom, c'est pas un problème. Qu'une autre sache où est-ce que j'habite, c'est pas un problème. Mais si ces personnes-là se regroupent, se rassemblent, est-ce que ça commence à être un problème? Probablement que oui. Donc, pour moi, l'information personnelle, ça ressemblerait à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une très belle définition. Effectivement, c'est des données qu'on a tendance à partager beaucoup plus facilement puis dans le quotidien dans lequel on est habitué. Là, ensuite, ça devient intéressant quand on bascule vers l'intimité. Puis c'est quoi ta définition justement d'information intime? Ce serait des choses à l'intérieur de soi, des préférences, ce que j'aime moins. C'est des choses que théoriquement seuls mes proches, seule ma famille devrait savoir. Donc exemple, mes habitudes, mes activités, mes goûts, mes intérêts, mon orientation sexuelle, ma religion. Tu vois un petit peu l'idée, mon état de santé, mes caractéristiques physiques, psychologiques. Ces choses-là, ça ferait partie d'une intimité. Donc, généralement, les informations que tu as mentionnées, il y en a qui sont moins graves, mais il y en a qui peuvent causer préjudice s'ils sont fuités ou s'ils sont connus par des personnes qui ont peut-être pas nécessairement des bonnes intentions ou certaines grandes corporations qui veulent, disons, au niveau des assurances, par exemple, ou au niveau de ce genre d'institutions-là, qui vont avoir des biais négatifs face à la connaissance de certaines de ces informations-là qui, s'ils n'avaient pas été connues, on aurait été peut-être une plus grande facilité de s'assurer, par exemple. Ça fait que c'est très intéressant. Et la troisième, c'est l'information confidentielle. Là. J'imagine que c'est beaucoup plus grave. Oui, exact. Puis information confidentielle, moi je vois ça vraiment comme une clé qui donne accès à plein d'autres informations. Donc avec une information confidentielle, j'ai accès, ça ouvre une porte et j'ai accès à plein d'autres données derrière. Donc des informations que personne ne devrait avoir, à ne jamais partager, du type pièce d'identité, numéro de dossier médical, mes mots de passe, toutes ces choses-là feraient partie d'informations confidentielles. Le numéro d'assurance sociale, je pense pas l'avoir mentionné, mais clairement c'est une information extrêmement confidentielle. Donc ce serait ça, une clé qui donne accès à plein d'autres informations. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est de toute façon l'ultime information qu'il faut protéger. Puis c'est là qu'on voit justement que dire qu'on n'a rien à cacher ne fait pas de sens, parce que dans toutes les informations que tu as mentionnées, même à tous les niveaux d'ailleurs, là, pas juste information confidentielle, il y a une information qui est pertinente à protéger de autrui ou ne pas le partager à
tout le monde, donc sur les internets, sur Facebook ou ainsi de suite, là. Puis même parce que de là l'amalgame aussi, là, parce que faut pas se voiler le visage. Ces grandes corporations-là vont faire le croisement de toute façon, là. Fait que c'est beau dire dans notre tête, on met des choses sur LinkedIn, on met des choses sur Facebook, mais en arrière, ces compagnies-là se parlent et les profils vont se faire, là. Fait que c'est d'autant plus important de protéger tout ça, là. Ouais, effectivement, le croisement, comme tu dis, ça revient à l'idée du puzzle, de croiser l'information. Et puis, il y a aussi un peu des choses qu'on oublie par rapport au consentement. Est-ce que des fois, on a consenti à donner ce type d'information? Tu sais, quand on utilise des applications gratuites ou des services gratuits, mais indirectement, on donne quand même de l'information nous concernant, un peu des bouts de notre vie privée, et ça ensuite, c'est redistribué. Par exemple, si je donne, en France, on a entendu parler un peu des pharmacies, de quand je vais chercher ma prescription à la pharmacie, le pharmacien envoie mes données à une autre firme pharmaceutique pour, peu importe, pour avoir des données démographiques, pour avoir des données de recherche, telle personne de tel âge a telle pathologie, ou peu importe. Et c'est indirectement, c'est de l'information sur mon état de santé, c'est de l'information qui fait partie de mon intimité. Et à quel moment est-ce que j'ai donné mon consentement pour partager cette information? On rentre dans quelque chose de pas nécessairement évident à ce niveau-là aussi. Ah, mais j'allais dire, c'est ça, le volet de consentement, là, où le RGPD encadre ça mieux, mais c'est pas nécessairement bien appliqué encore. Il y a au Québec, la PL 64 va venir justement encadrer davantage. Ouais. Oui, ta colle? Oui, j'avais une petite colle pour toi. Tu sais, là, j'ai donné quelques exemples, pour les informations confidentielles, intimité, etc. Puis une autre idée que, selon toi, dans quelle catégorie on pourrait la placer? Les membres de ma famille, les membres de ta famille. Dans quelle catégorie des trois on pourrait la placer typiquement? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je suis juste curieuse parce que c'est pas évident. Ouais, ça dépend quel profil, si on est Bob ou on est Alice, ou va influencer un peu. Moi, ma famille, c'est plus dans l'intimité dans laquelle je vais les placer, parce que c'est pas personnel, mais c'est un peu plus, c'est plus précieux, disons. Mais ça, c'est une question de préférence personnelle. Ouais. Ouais, c'est très intéressant ce que tu amènes, parce que tu vois, effectivement, ça pourrait aller dans information personnelle, dans le sens où, si on sait que cette personne-là est mon frère, ça permet de m'identifier. Donc, il y a au niveau de l'identification, il y a peut-être des éléments, et que quelqu'un connaisse les membres de ma famille, c'est pas nécessairement problématique, mais après, tout est dans les données qu'on partage sur eux, parce que chacun a son puzzle, eux, ils ont leur propre puzzle aussi. Donc, si on se permet de partager des choses les concernant, leur adresse, leur date de naissance, etc., mais là, ça devient problématique. Et là, il y a la notion de consentement, encore une fois, qui embarque. Et puis, toutes les informations qu'on publie en ligne sont permanentes. Elles peuvent être copiées, elles peuvent être vues par un public plus large que prévu, elles peuvent être trouvées en ligne par une recherche, etc. Il y a toujours une copie quelque part sur un serveur, et il suffit justement d'un fameux clic pour publier du contenu sur Internet. Mais s'il est facile de publier, il peut être extrêmement difficile de retirer l'information ensuite. Donc, toujours le pensez-y bien. Et tu vois, je donnais des formations dans des classes de 6e année, et je donnais la règle de la grand-mère, en disant, si ta grand-mère voyait ce contenu, est-ce que ça te poserait problème? Est-ce que ça te gênerait? Si la réponse est oui, peut-être qu'il vaut mieux pas le publier. C'est effectivement un excellent exemple. Puis, tu vois, moi, si on était juste dans le monde réel, ma famille, ce serait de l'information personnelle. Mm-hmm. Et comme on est dans le monde virtuel, et justement, comme tu mentionnes là, toute la fluidité de l'information, puis la perte de contrôle qu'on a, ça devient d'intimité, parce que je suis plus nerveux, disons, en ligne face à ce genre d'informations-là. Puis là aussi, on amène toute la notion de confiance transitive, c'est-à-dire que si je fais que la confiance que je porte a une influence sur la confiance des autres, donc ça se transporte, ces choses-là. Donc, c'est puis ça, l'exemple classique que j'aime bien, c'était à l'époque où Farmville était beaucoup plus utilisé sur Facebook, par exemple, où le fait que si j'ai une tante qui joue à ça, mais le fait qu'elle joue à ça, le fait qu'elle le met dans son réseau à elle, fait que mon information lui est disponible, et donc est disponible aux fabricants du jeu en question. Fait que ça, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été pompées comme ça. Donc, c'est très, très malaisant, là, ce genre de notion-là, où oui, c'est ça. Depuis le temps, le Facebook a refermé beaucoup ces failles-là, si on peut dire, parce que
c'était un abus de la part d'une compagnie, mais Facebook n'est pas nécessairement très réactif à régler les abus qui sont faits avec ces informations. On fait juste regarder Cambridge Analytica, qui était vraiment un abus d'usage des informations, mais qui a été toléré pendant longtemps. Fait que c'est dans ce contexte-là qu'il faut être très prudent en ligne sur l'information. Puis justement, plus on descend, moins il faut partager en ligne des informations avec du moins les grands, les grands du web, là, comme le GAFAM, entre autres, parce que tout dépendant lesquels, là, mais justement parce qu'ils vont avoir intérêt à reprendre et à constituer le puzzle. C'est ça, les autres, leur intérêt. C'est ça que c'est pas juste un petit challenge. Les autres, ils sont faits pour résoudre ce challenge-là. Ouais, non, c'est très intéressant, c'est très inquiétant aussi. Puis, ouais, donc l'idée au moins de décortiquer la vie privée en 3 types d'informations, je pense que déjà ça peut probablement aider à la compréhension et sensibiliser en disant que toutes les informations sont sensibles, toutes les informations appartiennent à un tout qui est ma vie privée. Il y en a qui sont plus intimes, il y en a qui sont plus personnelles, confidentielles. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment je pense, réfléchir avant de cliquer, de réfléchir avant de publier et de se dire que le contenu est pas temporaire en ligne, malheureusement. Même avec, tu vois, des applications comme Snapchat qui ont cette vocation un peu éphémère. Ben, encore une fois, le contenu peut être copié, on peut faire une capture d'écran. Et puis, bon, les jeunes vont nous dire, oui, mais si on fait une capture d'écran, on va le voir, on a une notification. Ben, il y a des gens qui n'ont pas y passé le problème. Il y a des applications que tu peux faire une capture d'écran sans que ça dise à Snapchat que tu as fait une capture d'écran. Bref, donc, du moment où on publie quelque chose, on perd le contrôle complètement sur notre contenu et sur nos informations. C'est l'idée qu'il faut garder clairement. Ouais, ben, tout à fait. Puis ouais, Snapchat, ça, puis même au-delà de ça, Snap le garde aussi les informations plus longtemps que ce que les gens avaient anticipé. Puis ça a créé un certain émoi il y a plusieurs années où ils ont découvert qu'effectivement, les données sont pas effacées une fois que c'est consommé, parce qu'on peut faire revenir ces données-là. De toute façon, dans Snap, tu vas utiliser, puis tu vas être capable de revisualiser des choses qui sont du passé. Donc, c'est conservé quelque part. Donc, c'est conservé dans les serveurs de Snapchat à ce moment-là. Donc, s'il y a une fuite ou c'est quelque chose, ces informations-là demeurent. Puis ça, c'était une chose un conseil que je donne à tout le monde. Si vous avez des choses, disons, intimes à partager de façon électronique, ben peu importe, là, que ça soit dire de l'âme à quelqu'un ou des choses plus sexy, mettons, des photos un peu plus sexy. Utilisez aucun système de cette nature-là parce que les traces sont permanentes. Tu l'as dit, ça s'efface pas. J'aimais bien ton exemple que tu as donné en pre-show. C'est-à-dire que c'est comme déposer une bouteille d'eau l'autre bord d'un pont. Mais le fait de l'effacer, ça fait pas disparaître la bouteille, ça fait juste brûler le pont pour s'y rendre. Mais la bouteille est encore là. Fait que si on est capable de sauter par-dessus, on est capable de nager ou peu importe la façon de se rendre, ben la bouteille demeure accessible. Et elle demeure aussi accessible aux forces de l'ordre. Fait que s'il y a un mandat qui sort puis une perquisition d'informations, cette information-là va demeurer. Donc, faire très attention sur l'usage et comment on diffuse cette information-là parce que ça nous vient nous rattraper. Puis encore d'autant plus que chez les jeunes, puis peut-être les entrepreneurs privés, c'est beaucoup moins présent, mais dans la fonction publique, par exemple, on a toujours la loi d'accès qui est présente. Fait que c'est d'autant plus important que dans un contexte de loi d'accès, parce que l'information qu'on publie, là, c'est une demande citoyenne qui peut faire que notre courriel va être transmis. Fait que on est dans une notion encore plus, la barrière d'accès à cette information-là est encore plus basse, donc il faut être encore d'autant plus prudent. Puis c'est un rappel que pour l'usage du GAFAM, entre autres, il faut justement faire attention parce que la bouteille est toujours là. Ouais, très, tout à fait. Et tu vois, là, je suis tombée sur un article ce matin. Bon, peut-être qu'on dévie du sujet, tu me diras, mais je pense que c'est intéressant aussi parce qu'il y a la notion de chiffrement. Tu sais, je voyais un article disant que Facebook, comment il disait ça, zut, mais en gros, comme quoi Facebook voulait un peu exploiter les messages qui étaient chiffrés avec WhatsApp pour justement faire de la publicité un petit peu plus ciblée. Un article de 01.net de ce matin. Et je trouve ça intéressant et très, très questionnable aussi de se dire, bon, finalement, la population générale s'oriente vers des solutions un peu plus sécurisées, des solutions chiffrées. Mais la problématique avec cette application-là, qui est WhatsApp, entre autres, c'est qu'elle a été rachetée par Facebook. Et donc,
on pense utiliser une solution de façon sécuritaire, en toute confiance, sauf que non, encore une fois, on vient aller chercher des données, même si les messages sont chiffrés, d'aller chercher quand même des données, des informations pour nous montrer de la publicité ciblée, pour peu importe. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu en avais entendu parler de cet article? Pas spécifiquement celui-là. Je n'ai jamais eu confiance en Facebook pour protéger mon contenu. Fait que je n'utilise pas, peu ou pas Messenger, j'utilise pas WhatsApp parce que justement, c'est dans le même giron que cet environnement-là. Moi, je suis plus un utilisateur de Signal pour les communications, par exemple, que d'utilisation de Messenger. Puis si j'ai des gens qui essaient de me communiquer sur ce sujet, j'essaie de les diriger vers ça ensuite pour éviter d'avoir soit de la publicité qui est en lien avec ce qui a été discuté ou que cette information-là soit diffusée d'une façon ou d'une autre. C'est très achalant. Puis de toute façon, ça fait longtemps qu'on l'a remarqué, mais il y a aussi l'autre aspect, puis ça aussi, là, la discussion sur Facebook, parce qu'ils veulent ouvrir le chiffrement pour faire de la publicité. Il y a eu Apple la semaine dernière qui a ouvert un peu cette notion-là aussi. Lui, c'est sur le téléphone directement qu'ils vont le faire. C'est avant le chiffrement, avant l'envoi des photos vers l'info nuagique, vers leur iCloud, ils vont scanner pour détecter de la pornographie juvénile. Le geste, il est super bien. Par contre, le danger associé à ça, c'est que là, c'est une invasion grave dans la vie privée. Puis, à ce moment-là, c'est-à-dire que là, j'ai quelque chose sur mon appareil qui, à ce stade-ci, fait quelque chose de louable. Mais dans un an, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne sais pas s'il va dévier de son usage initial, de un. Puis comment tout ça va se mécaniser à travers le temps. Ça, c'est un des modules. Puis le deuxième module qu'ils mettent en œuvre, c'est dans iMessage. C'est qu'ils vont scanner pour un certain niveau de peau qui va être détecté dans les photos qui sont transmises. Et de là, vont envoyer des alertes aux parents comme quoi les enfants partagent des photos qui sont potentiellement pornographiques. Là. Fait que tout ça est très très troublant là, sur l'invasion qu'on a dans notre vie privée, qu'on croit privée. Là. En plus que Apple n'a pas de se vanter d'être un grand protecteur de la vie privée. Là. Ces deux intrusions-là qui vont arriver en même temps sont quand même surprenantes puis remettent beaucoup en question la position. En tout cas, si la maintiennent, là, si c'est pas juste un ballon d'essai puis il recule pas, là, parce que ça se peut qu'avec la tollée, il recule. On verra. Là. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce degré d'intrusion-là? Oui, je trouve que c'est très problématique, pas tant dans, ben oui, quand même en partie dans l'acte, mais aussi dans le manque d'information et dans le manque oui, c'est ça, d'information de la population générale, dans le sens où on va avoir des conditions d'utilisation qui vont changer, on va avoir des choses qui vont être modifiées, mais la population en général ne va pas nécessairement en être informée, oui, mais ne va pas en prendre nécessairement connaissance. Donc c'est nous qui sommes sensibilisés, qui allons voir ça, puis qui allons probablement réagir, mais monsieur, madame, tout le monde, on l'a vu avec le rachat de WhatsApp par Facebook, les conditions qui ont changé là vers le mois de mars, plusieurs personnes ont réouvert leur application, ont accepté sans nécessairement lire et sans savoir ce que ça allait impliquer derrière. Donc, je pense que le gros du problème est là et dans le peu de considération qu'ont la population concernant leurs données. C'est plus là où est-ce que je vois un petit hic. Ouais, il n'est pas juste petit tant qu'à moi, là, considérant que justement les gens n'ont pas l'intérêt ou pas la volonté de vouloir regarder, ce qui est un peu triste en soi, là, que les gens ne prennent pas le temps. Mais en même temps, il faut comme j'ai compris dans le sens où généralement c'est tout du vocabulaire très d'avocat qui est utilisé, c'est très légal, c'est très compliqué, c'est très long. Utiliser ces contrats-là, ils ont plusieurs dizaines de pages. Fait que, je veux dire, dans une mesure où je veux juste utiliser WhatsApp pour communiquer, puis il me dit une force de lire 30 pages avant de pouvoir l'utiliser, c'est un peu frustrant. Fait que là, c'est sûr qu'on va skipper, là, on va sauter par-dessus parce qu'on veut juste l'utiliser. Là. Puis là, parce que j'ai la famille qui l'utilise, puis là, ça nous amène dans cette zone-là. Fait qu'on n'est pas conscience de ce que c'est. Puis à bien des égards, les gens ont un intérêt aussi limité à ce degré d'information-là. Moi, j'utilise le même exemple que comme l'automobile ou la télévision. Quand j'ouvre la télévision, je cherche pas à savoir comment ça fonctionne. Je veux juste que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne pas, ça amène un certain degré de frustration. La même chose avec mon automobile. Donc, j'appuie sur le bouton, mon auto d'avant. Je veux pas savoir qu'il y a un ordinateur qui synchronise les pistons, qui synchronise l'arrivée d'essence. Ça m'intéresse pas vraiment. Je veux juste ça fonctionne. Donc, quand les gens utilisent WhatsApp,
ils vont regarder ça. Là. C'est pour ça, en même temps aussi, peut-être, là, on va voir que le temps, là, les espèces, c'est là la dichotomie d'Apple. C'est d'un côté, ils vont faire une intrusion, mais de l'autre côté, ils ont des fiches de produits qui disent justement qu'ils forcent ces compagnies à dire, OK, voici les infos que j'utilise. Puis de l'autre côté, ben, eux-mêmes vont venir piger dans la jarre à bonbons. Là. Ouais. Non, exact. Très, un sujet très intéressant, effectivement, mais si au moins, comme on disait tout à l'heure, si au moins on peut semer déjà une graine, si on peut déjà semer quelque chose dans l'esprit des auditeurs ou dans l'esprit de la population, à dire, bon, ce sont mes données, elles ont une valeur, même si elles ont peut-être pas de valeur à mes yeux directement, c'est pas monétisable directement à mes yeux, mais il y a d'autres personnes qui savent comment faire pour en retirer des avantages. Donc, d'être sensibilisé. Ouais. Moi, c'était l'idée que je voulais amener. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, ça fait le tour de ce qu'on a à discuter sur ce sujet-là. Justement, ça permet de démystifier un peu qu'est-ce que c'est ces notions-là d'information personnelle, intimité, information confidentielle, justement, pour qu'on puisse prendre la bonne décision à la bonne place, puis d'arrêter de prendre comme un gros sac d'informations non différenciées qu'on appelle la protection de la vie personnelle ou notre vie privée, et justement qu'il y a des grands morceaux qui sont à l'intérieur de ce sac-là, qui sont à ne pas partager ou à partager que dans des conditions très particulières. Donc, d'amener les gens à juste pas dire « Ouais, j'ai rien à cacher ». Ben non, on a tous quelque chose pas à cacher, mais à protéger, parce que cacher, ça a une connotation négative. Pas comme on se cache de la police, on cache pas nos informations personnelles, on les protège contre des gens qui ne seraient pas censés avoir accès à ces informations-là. Oui, exactement. Bien dit. Fait que je te remercie. Puis je crois que tu continues tes vacances. Oui, un petit peu. Puis on se retrouve très, très vite. Merci beaucoup. On se retrouve, oui. Merci.